Une ingénieure a découvert sa grossesse et, en partageant son désir de travailler à distance, son mari l'a traitée d'égoïste. « Les enfants ont besoin d'une mère à plein temps », a-t-il lancé. Le champagne qu'il avait acheté pour fêter l'événement est resté fermé. Ce qui s'est passé dans les mois suivants a transformé leur mariage de 7 ans et a changé leur vie à jamais. Un voyage d'amour, de découverte et de dépassement qui touchera votre cœur. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez d'où vous regardez. Une simple consultation médicale a tout changé. À 35 ans, ingénieur en logiciel respecté dans une multinationale, j'ai découvert que j'étais enceinte de 8 semaines. Ce qui aurait dû être un moment de joie est devenu l'épicentre d'une tempête lorsque, en partageant la nouvelle avec mon mari, un cadre marketing traditionnel de 40 ans, ainsi que mon désir d'adapter mon emploi du temps pour travailler à distance, j'ai été surprise par sa réaction. « Tu es égoïste. Les enfants ont besoin d'une mère à plein temps », a-t-il lancé, avec la conviction de quelqu'un qui n'accepte aucune contestation. La scène s'est déroulée dans notre salle à manger, où l'arôme du dîner spécial que j'avais préparé flottait encore dans l'air, tandis que le champagne que j'avais acheté pour fêter l'événement est resté fermé. J'ai ravalé ma salive, sentant le poids de ces mots comme des pierres. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai gardé mon sang-froid, comme je l'ai toujours fait depuis l'enfance. Ce champagne fermé sur la table semblait se moquer de mon ingénuité. Comment ai-je pu croire qu'il fêterait ça? Peut-être que la médecin avait raison quand, en me donnant le résultat positif, elle m'a demandé si j'étais prête pour les changements. À l'époque, je pensais qu'elle parlait des changements physiques, de la naissance, pas de la transformation complète qui s'imposait à mon identité. Je suis connue pour 3 caractéristiques marquantes. Une détermination inébranlable face aux défis, de l'empathie pour tous ceux qui m'entourent et une tendance au perfectionnisme qui me pousse à beaucoup exiger de moi-même. Mon plus. Grand conflit interne a toujours été d'équilibrer mon ambition professionnelle avec le désir de construire une famille harmonieuse, quelque chose qui devenait maintenant réalité de manière plus intense que je ne l'aurais jamais imaginé. Ce perfectionnisme m'a amené jusqu'ici. La plus jeune ingénieure à diriger des projets internationaux dans l'entreprise, la fille qui n'a jamais déçu ses parents, l'épouse qui maintient la maison impeccable même en travaillant 50 heures par semaine. Maintenant, il semblait que je devrais choisir, être la professionnelle ou être mère, comme si les deux ne pouvaient pas coexister dans le même corps, dans la même vie, comme si, en donnant la vie, je devais enterrer une partie de la mienne. Cette nuit-là, allongée dans le lit pendant que Richard ronflait à côté de moi comme s'il n'avait pas juste fait exploser notre monde, j'ai caressé mon ventre encore plat. « On va s'en sortir », ai-je murmuré à cette minuscule vie qui grandissait en moi. Une promesse faite non seulement au bébé, mais surtout à moi-même. Au cours des 9 mois suivants, notre vie s'est transformée en montagne russe d'émotions et d'événements qui ont mis notre mariage de 7 ans à l'épreuve comme jamais auparavant. La première semaine après l'annonce, j'ai essayé d'entamer plusieurs conversations à ce sujet pour ne rencontrer que de la résistance. Mon mari, dont la motivation principale a toujours été de maintenir la famille, selon les modèles traditionnels, comme il a été élevé dans une région traditionnelle de France, a commencé à rentrer de plus en plus tard du travail. « Richard, il faut qu'on parle de comment on va organiser notre emploi du temps quand le bébé va naître », ai-je tenté à nouveau lors d'un dîner, 2 semaines après cette première dispute. « Il n'y a rien à discuter, Christine. Ma mère a élevé 3 enfants sans avoir besoin d'aide ni de travailler à l'extérieur. C'est comme ça que fonctionne une famille, a-t-il répondu, sans même lever les yeux de son téléphone. Ta mère vivait à une autre époque, dans une autre réalité économique, ai-je argumenté, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. De plus, je ne parle pas d'abandonner l'enfant, je parle de travailler à la maison. Travailler à la maison, c'est quand même travailler. Le bébé va sentir que ton attention est divisée, a-t-il coupé, en me regardant enfin. Tu crois ? Vraiment que tu vas pouvoir coder avec un bébé qui pleure ? Sois réaliste. Réaliste. Comme si mon rêve de maintenir ma carrière et d'être mère était un fantasme d'adolescente, et non un droit fondamental. Comme si je demandais d'escalader l'Everest en talons hauts, et non simplement d'exister dans ma plénitude. Les larmes que j'ai ravalées lors de ce dîner sont descendues amères. Plus tard, seule dans la salle de bain, je les ai laissées couler librement pendant que l'eau de la douche masquait mes sanglots. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la colère, de la frustration et surtout de la peur. Peur de perdre tout ce que j'avais construit, peur de me transformer en cette version
effacée de moi-même que je voyais chez tant de femmes de ma famille, toujours autour de la table, servant les autres, ne se servant jamais elles-mêmes. Lorsque j'ai atteint 3 mois de grossesse, l'entreprise où je travaille a annoncé une restructuration, ouvrant des opportunités de promotion. J'ai été nommée pour prendre la direction de projet, exactement ce dont j'avais toujours rêvé. Le timing ne pouvait pas être pire. Ma décision d'accepter la promotion, même enceinte, a intensifié le conflit à la maison. Mon mari a remis en question mon engagement envers la famille que nous étions en train de former, tandis que ma belle-mère, lors d'un déjeuner dominical avec le traditionnel pot-au-feu qu'elle prépare toujours quand elle vient nous rendre visite, a suggéré que je revoie mes priorités. L'atmosphère est devenue si pesante que j'ai pu sentir le poids dans l'air, avec l'arôme d'orange du dessert que j'ai à peine pu goûter. Quand j'attendais Richard, a dit Madame Clélia, en me servant une portion généreuse de pot-au-feu que mon estomac nauséeux rejetait, j'ai quitté mon emploi à la mairie sans hésiter. Je ne l'ai jamais regretté. Il n'y a pas de carrière qui vaille l'enfance des enfants. J'ai souri poliment, comme je le faisais depuis que je l'avais rencontré, tout en pensant à l'hypocrisie de ce discours. Richard était le cadet, qui s'est exactement occupé de lui quand elle était occupée par la grossesse du Benjamin. Ces questions, naturellement, sont restées uniquement dans mes pensées. Vous avez raison, Madame Clélia. Chacun sait ce qui est le mieux pour sa famille, ai-je répondu avec une douceur que je ne ressentais pas. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui valorisent la présence des mères ont de meilleurs résultats en termes de productivité. Curieux, n'est-ce pas ? L'expression confuse de la matriarche face à ma réponse apparemment cordiale, mais pleine de sous-entendus, a été une maigre consolation pour la gêne de ce déjeuner. Richard, comme toujours, est resté silencieux, buvant sa bière et changeant de sujet pour parler de football avec son père. Typique. Lors de la réunion avec mon chef pour discuter de la promotion, j'ai été directe au sujet de ma grossesse, ce que je n'avais pas encore communiqué officiellement à l'entreprise. Pierre, avant d'accepter cette promotion, il faut que je te dise quelque chose. Je suis enceinte de 3 mois. Son visage a traversé plusieurs expressions en quelques secondes. Surprise, puis quelque chose qui ressemblait à de la déception, et finalement, une neutralité professionnelle. Bon, Christine, félicitations. Ça complique un peu les choses. Complique pourquoi ? Je vais prendre mon congé de maternité, oui, mais j'ai un plan pour assurer la transition et la continuité des projets. Je ne doute pas de tes compétences, mais la direction exige parfois une disponibilité 24h24 et 7h7. Et vous pensez qu'être mère va me rendre moins disponible que les directeurs qui partent jouer au golf le week-end ou s'occuper de leurs parents âgés ? Ai-je demandé, en gardant un ton calme, mais sentant mon visage chauffer. Le silence, qui a suivi, portait toute la vérité que notre société évite d'affronter. Il ne s'agissait pas de disponibilité, mais de la perception de l'engagement, du stigmate invisible que les femmes enceintes portent dans le milieu professionnel. Je vais prouver que je peux faire les deux, Pierre. Et je vais bien le faire. Je suis sortie de son bureau avec la promotion confirmée et un poids encore plus lourd sur mes épaules. L'incrédulité que j'ai vue dans ses yeux était la même que je trouvais dans ceux de Richard, de ma belle-mère et même de certaines amies. Je devrais prouver quelque chose qu'aucun homme n'a jamais eu à prouver, qu'être parent ne diminue pas sa capacité professionnelle. Au 4e mois, j'ai découvert qu'une ancienne collègue de travail, aujourd'hui directrice dans une autre entreprise technologique, avait mis en place un programme de maternité flexible avec des résultats exceptionnels. Elle a accepté de me conseiller sur la manière d'équilibrer carrière et maternité. Simultanément, j'ai trouvé un groupe de soutien en ligne pour les femmes professionnelles enceintes où des histoires similaires à la mienne étaient à partager. Ces découvertes m'ont donné confiance pour présenter à mon chef une proposition détaillée de travail hybride après mon congé de maternité. « Hélène, tu ne sais pas comme ça fait du bien d'entendre ta voix », ai-je avoué au téléphone à mon ancienne collègue. Nous avions prévu un café, mais elle a dû annuler à la dernière minute parce que son fils avait de la fièvre. Désolée pour l'annulation, être mère et directrice signifie qu'il y a toujours quelque chose qui brûle quelque part, a-t-elle ri. Mais ne t'inquiète pas, il y a aussi des jours tranquilles. Comment tu fais ? Mon mari agit comme si je commettais un crime en voulant maintenir ma carrière. Écoute, Christine, je vais être honnête, c'est difficile. Il y a des jours où tu te sentiras nulle dans les deux rôles. Mais tu sais ce que j'ai découvert ? Que la perfection est un mythe créé pour nous maintenir dans l'insécurité. La vérité, c'est que quand je travaille, je suis directrice à 100%.
Quand je suis avec mon fils, je suis mère à 100%. La qualité du temps compte plus que la quantité. Cette conversation a été comme de l'oxygène pour quelqu'un qui se noie. Pour la première fois depuis que j'ai découvert ma grossesse, j'ai senti que j'avais une alliée qui comprenait ma lutte interne. Plus que cela, elle prouvait qu'il était possible d'y survivre. Dans le groupe en ligne qu'Hélène m'a indiqué, j'ai trouvé des dizaines de femmes partageant des stratégies pratiques et un soutien émotionnel. J'ai réalisé que ma situation n'était pas unique, mais épidémique. Pendant une nuit blanche, alors que les douleurs lombaires commençaient déjà à apparaître, j'ai griffonné une proposition détaillée de travail hybride. J'ai recherché des études de cas, des données de productivité, des références d'autres entreprises du secteur. J'ai construit une présentation irréfutable, avec des mesures et des projections que tout gestionnaire apprécierait. Le brouillon s'est transformé en un document de 15 pages qui, d'une certaine manière, me définissait plus que n'importe quel curriculum vitae, l'ingénieur méthodique et la future mère coexistant sur le même plan. Au 5e mois, alors que nous organisions la chambre du bébé, j'ai trouvé un vieil album de famille de mon mari. Les photos ont révélé que sa mère, toujours présentée comme une femme au foyer dévoué, avait en fait travaillé comme enseignante jusqu'à ce qu'il ait 12 ans. En le confrontant à cette information, j'ai assisté à son premier moment de réflexion véritable. Mon père a toujours dit à quel point il était important que ma mère soit à la maison, a-t-il avoué, confus. Cette révélation a ouvert la voie à une conversation plus honnête sur ses attentes et ses peurs. C'était un samedi pluvieux lorsque j'ai trouvé l'album poussiéreux dans une boîte que Richard avait rapportée du grenier de ses parents. Pendant qu'il montait le berceau, tâche qu'il a assumée avec un dévouement qui m'a agréablement surprise, j'ai feuilleté les pages jaunies. Parmi les photos d'anniversaire et de Noël, j'ai trouvé une image qui m'a fait froncer les sourcils. Madame Clélia, bien plus jeune, devant une école rurale, portant une blouse blanche et tenant un livre. Derrière elle, un tableau noir avec des équations. « Richard, ta mère était enseignante ?» Il a levé les yeux de la notice de montage, confus. « Non, pourquoi ?» Je lui ai montré la photo, et d'autres que j'ai trouvées dans les pages suivantes. Madame Clélia a une remise de diplôme, recevant un certificat, corrigeant des cahiers à une table. « Ça doit être d'avant ma naissance », a-t-il murmuré, examinant les dates écrites au stylo sur les marges. Son expression a changé lorsqu'il a réalisé que plusieurs photos datèrent de l'époque où il était déjà enfant. Elle donnait « des cours à l'école rurale jusqu'à tes 12 ans d'après ce que je vois », ai-je observé, en gardant un ton neutre malgré le tourbillon intérieur. C'est étrange qu'elle n'en ait jamais parlé lors des déjeuners du dimanche. Tu ne trouves pas ? Surtout quand le sujet est les mères qui travaillent. Richard s'est assis à côté de moi sur le lit, tenant toujours le tournevis qu'il utilisait pour monter le berceau. Le silence a pesé entre nous pendant qu'il traitait l'information. Mon père a toujours dit qu'on avait de la chance d'avoir une mère à plein temps, a-t-il finalement dit, sa voix portant une confusion véritable. Il disait ça surtout quand il comparait notre famille à celle de mes cousins, dont la mère était avocate. Peut-être que l'histoire qu'il racontait ne correspondait pas exactement à la réalité, ai-je suggéré doucement. Parfois, on crée des récits qui renforcent nos croyances, même s'ils ne sont pas complètement vrais. Richard est resté silencieux pendant quelques minutes, feuilletant l'album et trouvant d'autres preuves de la carrière d'enseignante de sa mère. Lorsqu'il a finalement parlé, sa voix avait une vulnérabilité qu'il montrait rarement. Je crois que j'ai toujours idéalisé mon enfance. Dans ma mémoire, maman était toujours là quand je rentrais de l'école. Peut-être qu'elle n'était là qu'au moment important et que ça suffisait. Cet après-midi a marqué le début d'un changement subtil chez Richard. Ce n'était pas une transformation spectaculaire. Les croyances enracinées ne disparaissaient pas avec une seule révélation, mais pour là. Première fois depuis que j'avais annoncé ma grossesse, il semblait disposé à remettre en question ses propres certitudes. Et cela, pour moi, représentait une petite victoire. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Richard m'a posé des questions sur ma proposition de travail hybride. Non pas pour critiquer, mais pour comprendre. Je lui ai expliqué en détail comment cela fonctionnerait, les adaptations nécessaires, les moments de la journée que je réserverais exclusivement au bébé. Il a écouté attentivement, posant des questions pertinentes. « Ça ne va pas être facile », a-t-il finalement commenté. « Non, ça ne va pas l'être », ai-je convenu. Mais peu de choses qui valent la peine sont faciles. Il a souri légèrement, semblant pour la première fois voir au-delà du défi, en apercevant aussi la femme déterminée avec qui il s'était marié.
la femme qui, des années auparavant, l'avait impressionné justement par sa capacité à transformer les obstacles en opportunités. À 6 mois, lors de l'échographie, nous avons découvert que nous allions avoir des jumeaux, un garçon et une fille. Cette nouvelle inattendue a complètement changé la dynamique. Soudain, les préoccupations financières sont devenues plus importantes. Lors d'un dîner aux chandelles que j'ai organisé pour en discuter, mon mari a admis que son salaire seul ne suffirait peut-être pas à subvenir aux besoins de 2 bébés avec le niveau de vie que nous souhaitions maintenir. Des jumeaux ? Vous êtes sûr, docteur ? Ai-je demandé, sentant la salle d'examen tourner autour de moi. Le médecin a simplement souri, pointant l'écran où 2 petites formes bougeaient. Absolument. Regardez, voici le garçon. Et ici, la fille. 2 bébés parfaitement sains. Richard, à côté de moi, m'a serré la main si fort que ça a presque fait mal. Son visage était pâle, ses yeux fixés sur les 2 taches que nous avons vite identifiées comme nos enfants. 2, a-t-il murmuré. 2 bébés en même temps. Le chemin du retour a été silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Ce qui aurait déjà été un défi avec un bébé venait de doubler de complexité. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai tourné et retourné dans le lit, considérant toutes les implications pratiques. Il nous faudrait 2 berceaux, 2 poussettes, le double de couches, de vêtements, de jouets. L'espace que nous avions réservé pour la chambre du bébé semblait maintenant insuffisant. Et le temps ? Comment diviser l'attention équitablement entre 2 nouveau-nés ? 3 jours après cette révélation, j'ai préparé un dîner spécial. J'ai mis des bougies sur la table, j'ai cuisiné le risotto aux crevettes que Richard aimait tant, j'ai ouvert une bouteille de vin, que je n'ai pas bu, évidemment, mais que je lui ai servi. Nous devions avoir une conversation franche, sans interruption, sans distraction. J'ai analysé nos finances. Ai-je commencé, après que nous ayons terminé le dessert. Avec l'arrivée de 2 bébés, nos dépenses vont pratiquement tripler. Richard a hoché la tête, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. Il semblait moins sur la défensive que d'habitude, peut-être à cause de l'atmosphère créée, peut-être à cause du choc de la nouvelle des jumeaux qu'il n'avait pas encore complètement assimilé. J'ai fait quelques projections, ai-je continué, en prenant le dossier que j'avais préparé. Même si nous réduisions certaines dépenses superflues, comme les voyages et les dîners au restaurant, il serait quand même difficile de garder notre appartement et l'école que nous aimerions pour eux avec son seul salaire. Il a examiné les feuilles de calcul que j'avais préparées, les calculs méticuleux qui ont toujours été mon point fort. Il n'y avait pas moyen d'échapper aux chiffres. Notre réalité financière était là, noir sur blanc. Je n'ai jamais imaginé avoir des jumeaux, a-t-il finalement soupiré. En fait, je n'ai jamais imaginé être père avant 45 ans. Tout est arrivé plus vite que prévu. La vie suit rarement nos plans à la lettre, ai-je répondu, ressentant une tendresse inattendue pour lui dans ce moment de vulnérabilité. Christine, S'il a hésité, un conflit visible sur son visage. Peut-être que j'ai été injuste avec toi. Quand j'ai dit que c'était égoïste de vouloir continuer à travailler, je ne faisais que répéter ce que j'ai entendu toute ma vie. Mais ces chiffres ne mentent pas, et avec 2 enfants, il ne s'agit pas seulement d'argent, Richard, ai-je interrompu doucement. Il s'agit de construire ensemble un modèle de famille qui fonctionne pour nous, pas basé sur ce que les autres attendent. Je sais, a-t-il convenu, à ma grande surprise. Mais l'argent rend la conversation plus concrète, moins sur les idéologies et plus sur la survie. Cette nuit a marqué un tournant dans notre relation. Richard commençait enfin à voir la situation d'un point de vue pratique et non plus seulement à travers le prisme des traditions héritées. L'argent, ce sujet si banal et en même temps si crucial, a fini par être le catalyseur d'une compréhension plus profonde. Au 7e mois, ma proposition de travail hybride a été approuvée, à condition que je dirige la mise en œuvre d'un nouveau logiciel essentiel pour l'entreprise. Le projet exigerait un engagement intense pendant 6 mois, coïncidant avec la naissance des bébés. Simultanément, mon mari a été invité à saisir une opportunité à l'étranger dont il avait toujours rêvé, mais qui exigerait des déplacements fréquents. La réunion avec Pierre et le comité de direction a été tendue. J'ai présenté ma proposition de télétravail avec la même précision et le même professionnalisme que j'appliquais aux projets techniques les plus difficiles. J'ai utilisé des données, des réussites, des études d'autres entreprises du secteur.
Mon ventre déjà proéminent semblait presque un argument contraire silencieux alors que je parlais d'engagement et de disponibilité. « Nous sommes impressionnés par votre proposition, Christine », a déclaré Pierre après les présentations. « Nous n'avons qu'une seule condition. Le nouveau système de gestion doit être mis en œuvre dans les délais. Je comprends l'importance du projet, mais le calendrier coïncide exactement avec ma période de congé de maternité et les premiers. Moi, des bébés, ai-je argumenté, ressentant un mélange de gratitude pour l'approbation et d'appréhension pour la condition imposée. C'est pourquoi nous vous offrons une flexibilité totale des horaires et du lieu, a répondu la directrice des ressources humaines, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous livrez les résultats. Nous ne remettons pas en question quand ou où le travail a été fait. Je suis sortie de cette salle avec une victoire partielle et un défi monumental. L'entreprise était disposée à s'adapter, mais pas à réduire ses attentes. Je devrais prouver qu'il était possible d'être mère de jumeaux nouveau-nés et de diriger un projet critique simultanément. La responsabilité était écrasante. La même semaine, Richard est rentré à la maison avec une lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. L'agence ouvre un bureau au Portugal et ils veulent que je dirige les opérations, a-t-il annoncé pendant que je rangeais l'armoire des bébés. Le Portugal ? Ça veut dire déménager ? Ai-je demandé, sentant un frisson. Pas nécessairement, du moins pas tout de suite. Il y aurait des voyages fréquents les premiers mois pour établir les opérations. Ensuite, nous pourrions envisager un déménagement définitif si cela nous intéresse. Le timing ne pouvait pas être pire. Richard faisant des voyages internationaux juste au moment où les jumeaux allaient se naître. Comment gérerais-je tout, toute seule, surtout avec le projet de l'entreprise à livrer? C'est une opportunité unique, Christine, a-t-il continué, remarquant mon hésitation. Le genre de chance qui ne se présente qu'une fois dans une carrière. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Après des mois à critiquer mon dévouement professionnel, c'était maintenant lui qui mettait sa carrière au premier plan. J'ai pris une profonde inspiration, retenant la réponse acide qui se formulait déjà dans mon esprit. Je comprends l'importance que cela a pour toi, tout comme j'espère que tu comprends l'importance de ma carrière pour moi, ai-je répondu, calmement. Nous allons avoir besoin d'un plan très bien structuré si nous voulons que nous deux puissions profiter de ces opportunités. À ma grande surprise, Richard n'a pas réagi sur la défensive. Au lieu de cela, il s'est assis à côté de moi sur le sol de la chambre, entre des cartons de couches et de minuscules vêtements. « Tu as raison », a-t-il concédé. « Nous devons penser en équipe maintenant. Il ne s'agit pas de ton travail, ou du mien, il s'agit de faire fonctionner notre famille dans son ensemble. » Cette conversation, entre des paquets de couches taille nouveau-né et des pyjamas encore étiquetés, a peut-être été la plus adulte et la plus équilibrée que nous ayons eue depuis que nous avons découvert la grossesse. Finalement, il semblait que nous parlions la même langue. Au 8e mois, lors d'une retraite de fin de semaine à la montagne, organisée par des amis communs, nous avons rencontré un couple plus âgé qui a partagé comment ils avaient réussi à équilibrer 2 carrières tout en élevant 3 enfants. Leur stratégie pratique et la complicité évidente entre eux ont offert une vision de ce que nous pourrions construire. Simultanément, ma belle-sœur, mère de 3 enfants et médecin reconnu, s'est proposée de nous aider avec les jumeaux pendant les premiers mois, révélant qu'elle avait également fait face à des dilemmes similaires. La retraite à la montagne était l'idée de Marcel, mon ami depuis la faculté, qui avait perçu à quel point Richard et moi avions besoin d'une pause avant l'arrivée des bébés. L'endroit était parfait. Une auberge rustique entourée d'araucaria, loin de la pollution et du bruit de la ville, avec une vue sur des montagnes qui semblaient laver l'âme. Lors du dîner de la première soirée, nous nous sommes assis à la table commune à côté d'un couple dans la 60aine, Sonia et Antoine. Elle, ancienne juge à la retraite. Lui, professeur d'université toujours en activité. La conversation a naturellement dérivé vers le thème de la famille lorsqu'ils ont remarqué mon ventre proéminent. Des jumeaux ? Quelle merveille ! S'est exclamée Sonia. Nous en avons eu 3, avec seulement 2 ans d'écart entre chacun. C'était comme avoir des triplés pendant un bon moment. Et comment avez-vous réussi à concilier ? J'ai entendu dire que vous étiez juge, n'est-ce pas ? Ai-je demandé, immédiatement intéressée par son histoire. Oui, et dans les années 80, alors qu'être une femme dans la magistrature était déjà un défi, imaginez être mère de 3 enfants, a-t-elle ri. Antoine et moi avons développé un système. Nous alternions les jours de travail en présentiel et à distance,
quelque chose de rare à l'époque, mais mon poste me permettait une certaine flexibilité pour travailler à la maison avec les dossiers. Nous avions un tableau des horaires. Dans la cuisine, a complété Antoine. C'était presque comme un plan militaire. Qui emmenait chaque enfant à l'école, qui allait les chercher, qui était de garde si l'un d'eux tombait malade. Et ça marchait ? En a demandé Richard, avec un intérêt sincère. La plupart du temps, a répondu Sonia, échangeant un regard complice avec son mari. Et les jours où ça ne marchait pas, nous improvisions. La clé était une communication constante et la compréhension que les deux carrières étaient également importantes. Pendant tout le week-end, j'ai observé la dynamique de ce couple, la façon dont ils se complétaient dans les conversations, comment ils semblaient avoir développé un langage propre fait de demi-sourires et de regards. Sonia a partagé des stratégies pratiques, de la façon d'organiser la maison pour maximiser l'efficacité, à la façon de maintenir l'intimité du couple au milieu du chaos des jeunes enfants. Le dimanche, pendant que nous marchions sur un sentier facile, le maximum que mon état me permettait, Richard a commenté « Ils sont inspirants, n'est-ce pas ? Après presque 40 ans ensemble, et ils semblent toujours amoureux. » « Oui, ai-je convenu. Et tu as remarqué comme aucun des deux ne semble ressentir de ressentiment pour les sacrifices de carrière, parce qu'ils ont tous les deux cédé à certains moments et ont été prioritaires à d'autres. Lorsque nous sommes rentrés en ville, nous avons trouvé Louise, la sœur de Richard et mère de 3 garçons, qui nous attendait devant notre immeuble. Neurologue renommée, elle avait toujours entretenu une relation cordiale avec moi, mais jamais proche. « J'ai entendu dire que vous attendez des jumeaux », a-t-elle dit après les salutations, et aussi que vous avez tous les deux des projets professionnels importants qui coïncident avec la naissance. Richard a confirmé, semblant légèrement sur la défensive, comme il l'était toujours près de sa sœur aînée et accomplie. « Eh bien, je suis venue vous proposer mon aide », a déclaré Louise, pragmatique comme toujours. « Je peux réorganiser. Mes gardes pour être disponibles 2 nuits par semaine pendant les 3 premiers mois. Ça vous soulagerait pour vous reposer ou travailler, selon ce qui est le plus urgent. » J'étais sans voix face à cette offre inattendue. Richard semblait tout aussi surpris. « Ne fais pas cette tête », a-t-elle continué avec un demi-sourire. « J'ai vécu ça quand mes jumeaux sont nés, tu te souviens ? Pablo travaillait dans une autre ville à l'époque, sans le réseau de soutien que j'avais mis en place. Je serais devenue folle. Je n'ai jamais su que tu avais vécu ça, » a avoué Richard. « On a toujours l'impression que tu gères tout parfaitement. C'est le plus grand mensonge qu'on raconte aux femmes, » a répondu Louise avec un soupir. « Que certaines arrivent à tout faire toutes seules. Personne n'y arrive, Richard. Personne. » L'offre de Louise et l'exemple de Sonia et Antoine ont été comme des lumières au bout du tunnel. Nous avons réalisé que nous n'étions pas seuls dans cette aventure et que demander de l'aide n'était pas une faiblesse, mais une sagesse. Une aide. Semaine avant l'accouchement, lors d'une tempête qui a provoqué une coupure de courant dans toute la ville, nous sommes restés sans électricité pendant des heures. À la lueur des bougies, nous avons eu la conversation la plus sincère de notre relation. Mon mari a révélé sa profonde peur de répéter les erreurs de son propre père, toujours absent émotionnellement, malgré sa présence physique. J'ai partagé mon anxiété de perdre mon identité professionnelle, construite avec tant d'efforts. Dans cette vulnérabilité partagée, nous avons trouvé une nouvelle compréhension. La tempête a commencé en fin d'après-midi. D'abord les coups de tonnerre lointains, puis la pluie se transformant rapidement en grêle, et finalement tout le quartier plongé dans l'obscurité. Richard a allumé les bougies que nous gardions pour les urgences, et j'ai connecté mon téléphone à la radio à pile pour écouter les nouvelles. Prévision de retour à la normale seulement demain matin, a informé le présentateur. La compagnie d'électricité avertit que tout le monde doit rester chez soi si possible. J'ai regardé Richard, son visage partiellement éclairé par la lumière vacillante des bougies. 8 mois de grossesse avaient en transformé mon corps, mais aussi notre relation. Nous étions différents, plus prudents l'un envers l'autre, plus conscients de nos fragilités mutuelles. On dirait qu'on va passer une soirée à l'ancienne, ai-je commenté, essayant d'alléger la tension qui planait toujours entre nous lorsque nous étions vraiment seuls, sans les distractions du travail, de la télévision ou des préparatifs pour les bébés. Richard a souri, ce sourire timide qui m'avait séduite des années auparavant, lorsque nous n'étions que 2 jeunes professionnels lors d'une conférence technologique. « Tu te souviens de notre premier voyage ensemble ?» n'a-t-il demandé.
Ce camping désastreux où il a plu et où nous sommes restés bloqués dans la tente pendant des heures. Comment pourrais-je oublier ? Tu as essayé d'impressionner en racontant des histoires d'horreur à la lumière de la lanterne et tu as fini par être le premier à avoir peur des bruits de la forêt. Ai-je ri, sentant une partie de notre ancienne complicité revenir. Nous avons improvisé un dîner avec ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Fromage, fruits, pain. Et nous nous sommes assis sur le tapis du salon, comme nous le faisions pendant les premières années de notre relation, lorsque l'appartement n'avait que le strict minimum de meubles. C'est là, entouré par le silence de la ville sans électricité et par le crépitement constant de la pluie sur les fenêtres, que nous avons finalement parlé sans masque. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, a avoué Richard après un long silence. Sa voix sonnait différemment, plus grave, plus vraie. Quand tu m'as annoncé ta grossesse, ma première réaction a été la panique. Pas à cause des bébés en soi, mais à cause de moi. Comment ça ? Ai-je demandé, surprise par sa soudaine vulnérabilité. Mon père, tu sais comment il était ? Il était toujours à la maison, toujours présent physiquement, mais émotionnellement. C'était comme s'il y avait un mur de verre entre nous. Il subvenait à nos besoins. Il remplissait le rôle de l'homme de la maison, mais il n'a jamais su comment être un vrai père. Richard a fait une pause, ses yeux reflétant les petites flammes des bougies. J'ai peur d'être comme lui, de ne pas savoir me connecter, de ne pas savoir montrer mon amour. Cette confession m'a prise au dépourvu. En 7 ans ensemble, Richard parlait rarement de son père, décédé avant que nous nous connaissions. Cet homme austère des photos de famille, toujours le visage sérieux, était presque un tabou. C'est pour ça que tu as autant insisté sur l'idée de la mère à plein. Tant, ai-je réalisé, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Tu crois que je dois compenser ce que tu crains de ne pas pouvoir offrir émotionnellement. Il a hoché la tête, honteux. C'est ridicule, je sais. Te transférer une responsabilité qui est en fait mon insécurité. Ce n'est pas ridicule. Ai-je répondu en tendant la main pour toucher son visage. C'est humain. Nous portons tous les fantômes de nos éducations. C'était à mon tour d'ouvrir mon cœur. Je lui ai parlé de ma peur de perdre l'identité que j'avais construite avec tant d'efforts, d'être réduite au seul rôle de mère alors que j'avais lutté toute ma vie pour être reconnue pour mon esprit et mes compétences. Tu as une idée de combien ça a été difficile d'arriver où j'en suis ? Ai-je demandé, sentant les larmes que j'évitais depuis des mois enfin s'échapper. Chaque code que j'ai écrit, chaque système que j'ai développé, a été une bataille pour prouver que je méritais d'être dans cette salle. Que je n'étais pas là par quota, par chance ou grâce à un joli visage. Tu ne m'as jamais parlé de ça, a dit Richard, sincèrement surpris. Parce que c'est épuisant à expliquer. C'est comme une course où les hommes partent sur la ligne de départ, et nous, les femmes, 100 mètres derrière, en portant des poids supplémentaires. Quand on vous rattrape, personne ne reconnaît l'effort supplémentaire, on commande juste à quel point on est talentueuse d'être au même endroit. Et tu crains de tout perdre à cause des bébés, a-t-il constaté, comprenant enfin. Pas à cause d'eux, ai-je corrigé. À cause des attentes sociales envers les mères, à cause de l'inégalité structurelle qui pénalise les femmes. Quand elles deviennent mères, alors qu'elles récompensent les hommes quand ils deviennent pères. Cette nuit-là, éclairée, seulement par les bougies qui se consumaient lentement, nous avons démonté les armures que nous portions l'un contre l'autre. C'était comme si la panne de courant avait obscurci non seulement la ville, mais aussi les personnages que nous maintenions, nous permettant de nous voir vraiment pour la première fois depuis des mois. On peut faire différemment, a affirmé Richard en tenant mes mains entre les siennes. On n'a pas besoin de répéter les schémas qu'on a hérités. Je peux apprendre à être le père que je n'ai jamais eu, et tu peux être la mère que tu souhaites être sans sacrifier qui tu es. Ça va exiger de nous un engagement différent. Ai-je répondu. Il va falloir réécrire les règles de notre famille. Alors réécrivons-les, ensemble. Lorsque l'électricité est revenue, le lendemain matin, quelque chose avait changé entre nous. La tempête extérieure avait provoqué une clarté intérieure. Ce ne serait pas facile, nous le savions. Mais maintenant, nous nous battions, côte à côte, et non plus l'un contre l'autre. Les jumeaux sont nés en bonne santé, apportant joie et épuisement en parts égales. Les 2 premiers mois ont été un flou d'allaitement, de changements de couches et de nuits blanches. Contre toute attente, mon mari s'est rapidement adapté à la paternité, faisant preuve d'une habileté naturelle qui a surpris tout le monde, en particulier sa mère traditionnelle. L'accouchement a eu lieu 3 jours avant la date prévue.
Les contractions ont commencé pendant une visioconférence de travail. Ironiquement, alors que je présentais le calendrier de mise en œuvre du nouveau système que je devais diriger. J'ai gardé mon sang-froid professionnel jusqu'à la fin de la présentation, seul un léger froncement de sourcils trahissant la douleur qui augmentait progressivement. Je crois qu'ils ont décidé que la réunion était trop ennuyeuse. Ai-je plaisanté avec Richard quand il est rentré à la maison en un temps record après mon appel. À l'hôpital, tout s'est passé plus vite que nous ne l'imaginions. Henri est né le premier, à 20h42, avec un cri puissant qui a résonné dans la salle. Sophie est arrivée 7 minutes plus tard, silencieuse et observatrice, n'émettant qu'un petit gémissement lorsque l'infirmière l'a soulevée. « Ils sont parfaits », a murmuré Richard, les larmes coulant librement sur son visage, en tenant Henri pour la première fois. C'était la première fois que je le voyais pleurer depuis que nous nous étions rencontrés. L'adaptation à la nouvelle réalité a été un choc, malgré toute la préparation. Allaitement simultané, manque de sommeil, hormones en déséquilibre. Rien dans les livres ou les cours prénataux ne nous avait vraiment préparés à l'intensité de cette expérience. Les premiers jours, Richard semblait perdu, presque paniqué face aux 2 minuscules bébés qui dépendaient complètement de nous. Mais ensuite, quelque chose de surprenant s'est produit. Pendant que je luttais avec l'allaitement et les hormones post-partum, il a naturellement pris en charge tout le reste. Les changements de couches, les bains, les berceuses au milieu de la nuit pour que je puisse me reposer entre les tétés. « Il est méconnaissable », a commenté Madame Clélia lorsqu'elle est venue nous rendre visite la 2e semaine. Elle observait avec étonnement son fils passer d'un bébé à l'autre, avec une compétence qu'elle n'attendait clairement pas. À mon époque, les hommes ne savaient même pas comment tenir un bébé. « Les temps changent, maman », a répondu Richard en changeant la couche de Sophie avec la dextérité de quelqu'un qui faisait ça toute sa vie. Et heureusement qu'il change. Lorsque ma belle-mère est partie, Richard a avoué « J'ai découvert quelque chose sur moi. J'aime m'occuper d'eux. Ce n'est pas une obligation ou un fardeau. C'est réconfortant, d'une certaine manière. » Je me suis souvenu de ses paroles pendant la nuit de la panne de courant, de sa peur de répéter la froideur émotionnelle de son père. Quelle ironie! Sa plus grande peur s'était transformée en sa plus grande force. La détermination de ne pas être comme son père l'avait rendu exactement l'opposé, présent non seulement physiquement, mais émotionnellement, connecté. Lorsque les bébés ont eu 3 mois, j'ai mis en œuvre mon plan de travail hybride. Les premières semaines ont été chaotiques, avec des réunions interrompues par des pleurs et des délais prolongés en raison du manque de sommeil. Nous avons engagé une nounou recommandée par ma belle-sœur, mais l'adaptation a été difficile. Les jumeaux rejetaient toute personne autre que moi ou leur père. Le retour partiel au travail s'est avéré un défi plus grand que je ne l'imaginais. Mon bureau improvisé se trouvait dans la chambre d'amis, à seulement un mur des bébés. Les premiers jours ont été un test de patience, tentative de téléconférence pendant que Marianne, la nounou, essayait de calmer l'un des jumeaux qui pleurait inconsolablement de l'autre côté du mur. « Ça ne va pas marcher », ai-je confié à Richard après une semaine particulièrement difficile, où j'ai dû raccrocher au milieu de 3 réunions différentes parce que les bébés avaient besoin de moi. Je crois que j'ai sous-estimé la difficulté. « On ne fait que commencer », m'a-t-il rappelé. « Tu te souviens de ce que Sonia nous a dit ? Les premiers mois sont les plus difficiles. Ensuite, on trouve un rythme. » Sonia, pensez à cette juge. À la retraite qui a élevé 3 enfants tout en construisant une brillante carrière me donnait des forces. Si elle a réussi dans les années 80, avec beaucoup moins de soutien et de technologie, je pourrais certainement y arriver aussi. Progressivement, nous avons ajusté la dynamique. J'ai réalisé qu'essayer de travailler pendant que les bébés étaient éveillés était contre-productif. J'ai réorganisé mon emploi du temps pour concentrer les réunions pendant leur sieste et le travail plus intense la nuit, lorsque Richard rentrait du bureau et prenait le relais. Marianne, initialement mise à l'épreuve par la résistance des jumeaux, a développé sa propre relation avec eux. Nous avons découvert qu'Henri se calmait avec des berceuses chantées d'une voix grave, tandis que Sophie avait besoin d'un contact visuel constant pour se sentir en sécurité. Ils ont des personnalités tellement distinctes, a commenté Marianne après un mois passé avec nous. Henri est tout en émotion, il réagit intensément à tout. Sophie observe, analyse, semble examiner le monde avant de décider comment elle se sent. J'ai souri en entendant cette description. Henri, avec son intensité émotionnelle, rappelait le côté le plus expressif de Richard. Sophie, analytique et observatrice,
reflétait quelque chose de ma propre personnalité. Au 5e mois après la naissance, j'ai fait face à mon premier grand défi professionnel. Le système que j'avais mis en place a présenté des défaillances, critiques lors du lancement. J'ai dû passer 3 jours entiers au bureau, laissant mon mari seul avec les bébés pour la première fois. À mon retour, j'ai trouvé non pas le chaos que j'attendais, mais un mari confiant qui avait créé sa propre routine avec les enfants. La crise a commencé un mardi ordinaire. J'étais en pleine session de codage lorsque j'ai reçu un appel. Urgent de Pierre, mon chef. Le nouveau système avait complètement planté pendant le processus de migration des données, compromettant des informations critiques de l'entreprise. « J'ai besoin de toi au bureau, Christine », a-t-il dit, la voix tendue. Je sais que ce n'était pas prévu, mais c'est une urgence. J'ai regardé les jumeaux, confortablement endormis dans leur berceau. Richard était au Portugal pour l'inauguration du bureau de l'agence. Son premier voyage international depuis la naissance des enfants. Marianne pouvait rester plus longtemps, mais pas pendant la nuit. Et le problème exigerait des jours de travail intense. « Je vais vérifier ce que je peux faire et je te rappelle. » ai-je répondu, l'esprit déjà en train de calculer les possibilités. Une série d'appels plus tard, à ma belle-sœur, à ma mère, à la mère de Richard, j'ai réussi à organiser un système de relais pour les 3 prochains jours. La logistique était compliquée. Extraction de lait maternel, horaires coordonnés entre différents gardiens, instructions détaillées sur les particularités de chaque bébé. Lorsque j'ai communiqué à Richard ce qui se passait, il s'est immédiatement proposé de revenir. « Non », ai-je interrompu. « Tu as tellement travaillé pour cette inauguration. Je vais m'en sortir. »« Tu es sûr ?» a-t-il demandé, inquiet. « Je peux essayer d'avancer mon vol. »« Oui, c'est important pour ta carrière, tout comme résoudre cette crise est important pour la mienne. » Ce furent 3 jours épuisants. Je ne dormais que quelques heures par nuit sur le canapé de la salle de repos de l'entreprise, entre des séances marathons de débogage de code et des négociations tendues avec l'équipe informatique. Extraction de lait dans les toilettes de l'entreprise. Appel vidéo rapide pour voir les bébés. Manque physique qui faisait mal comme une plaie ouverte. Le 3e jour, lorsque nous avons finalement résolu le problème et que le système a recommencé à fonctionner pleinement, j'ai fondu en larmes dans l'ascenseur en descendant. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'épuisement, bien que j'ai été exténuée. C'était un mélange contradictoire de culpabilité et de fierté. Culpabilité d'avoir été absente, fierté d'avoir surmonté un défi professionnel que peu de personnes dans l'entreprise auraient pu résoudre. En ouvrant la porte de la maison, je m'attendais à trouver le chaos. Des vêtements de bébé éparpillés, de la vaisselle sale empilée, des jouets partout. Au lieu de cela, je suis entrée dans un appartement organisé, avec un arôme de cuisine maison dans l'air. Richard, qui était rentré du Portugal plus tôt malgré mon insistance, était dans le salon avec les jumeaux, leur lisant une histoire pendant que les 2 le regardaient avec une attention fascinée. « Bienvenue, héroïne », a-t-il plaisanté en levant les yeux du livre. « Tu as sauvé l'entreprise et maintenant tu peux te reposer. Le dîner est presque prêt. »« Comment tu as fait ?» ai-je demandé, émerveillée par la scène. Il a souri, ce nouveau sourire sûr qu'il développait depuis la naissance des bébés. J'ai réalisé que je n'avais jamais été seule avec eux aussi longtemps. J'ai dû créer mes propres méthodes, ma propre routine. Au début, c'était effrayant. Ensuite, ça a marché. Cette nuit-là, pendant qu'il servait le dîner qu'il avait préparé, il m'a raconté comment il avait découvert qu'Henri se calmait, en écoutant du jazz, comment Sophie adorait être portée face au monde, comment il avait établi une séquence d'activités qui maintenait les 2 enfants occupés pendant qu'il préparait les biberons. J'ai découvert une chose importante, a commenté Richard pendant que nous mangions. S'occuper de nos enfants n'est pas seulement une responsabilité ou un devoir, c'est un privilège. Ces jours passés seuls avec eux ont été parmi les plus difficiles, mais aussi les plus gratifiants de ma vie. Lorsqu'ils ont eu 6 mois, nous avons organisé une célébration typique de la culture française, une fête de bénédiction, une tradition de la famille de mon mari. Pendant la fête, qui a réuni 3 générations de parents, ma belle-mère a surpris tout le monde en faisant un discours ému sur la façon dont sa vision du rôle de la femme dans la famille avait changé en nous voyant fonctionner comme une véritable équipe. La fête de bénédiction était une tradition que je connaissais à peine avant d'épouser Richard. Une cérémonie simple, mais chargée de symbolisme, où les bébés reçoivent la bénédiction des aînés de la famille et sont officiellement présentés à la communauté. Nous avons tout organisé dans la salle des fêtes de l'immeuble,
décorée de fleurs des champs et d'éléments typiquement français. Nappes brodées à la main, gâteaux traditionnels, vieilles photos de famille. Madame Clélia a pris en charge l'organisation avec enthousiasme, apportant de sa région des plats typiques préparés par elle-même. Pour la première fois depuis que nous nous connaissons, nous avons travaillé ensemble en harmonie, sans les tensions habituelles concernant le rôle correct de chacun. Pendant la cérémonie, lorsque les bébés ont été présentés aux invités, Madame Clélia a demandé la parole. Tout le monde s'attendait au discours traditionnel sur l'importance de la famille et des valeurs anciennes. Mais ce que nous avons entendu était étonnamment différent. Quand mon fils m'a dit qu'il allait être père de jumeaux, je dois avouer que j'étais inquiète, a-t-elle commencé, la voix tremblante d'émotion. Surtout quand j'ai su que ma belle-fille continuerait à travailler. Comment vont-ils s'en sortir ? Ai-je pensé, en me basant sur mes propres expériences d'il y a des décennies. Elle a fait une pause, regardant Richard qui tenait Henri et moi avec Sophie dans les bras. Mais en observant ces 6 mois, en vous rendant visite, en voyant comment vous partagez les responsabilités et l'amour, j'ai réalisé qu'il y a plus d'une façon d'élever une famille aimante. Richard est un père plus présent et plus impliqué que mon mari ne l'a jamais été, avec tout le respect que je dois à sa mémoire. Et Christine, s'est-elle tournée vers moi, les larmes aux yeux. Tu m'as montré qu'il est possible d'être une mère dévouée, sans cesser d'être la brillante professionnelle que tu as toujours été. Un silence respectueux a envahi la salle. Les paroles de Madame Clélia, la matriarche traditionnelle qui avait toujours défendu des rôles de genre fixes dans la famille, avaient un poids particulier. Peut-être, a-t-elle continué, qu'il est temps pour nous, les plus âgés, d'apprendre des jeunes, d'apprendre que la tradition ne signifie pas rigidité, mais plutôt transmettre ce qui compte vraiment. L'amour, le respect, le soin mutuel, le reste n'est que détail. Lorsqu'elle a terminé son discours, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Richard a longuement embrassé sa mère, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui l'a fait sourire entre ses larmes. Plus tard, pendant la fête, Madame Clélia m'a appelé dans un coin plus isolé. « Il faut que je te raconte quelque chose », a-t-elle dit. Richard m'a montré ses vieilles photos, de l'époque où je donnais des cours. « Ah », ai-je répondu, ne sachant pas trop quoi dire. « Tu sais pourquoi j'ai arrêté d'enseigner ?» a-t-elle demandé, les yeux perdus dans des souvenirs lointains. Ce n'était pas par choix. Mon mari a décidé qu'il n'était pas approprié pour sa femme de travailler à l'extérieur, alors qu'il pouvait subvenir seul aux besoins de la maison. C'était une question d'honneur pour les hommes de cette époque. Sa confession m'a prise au dépourvu. J'avais toujours imaginé qu'elle avait choisi d'être femme au foyer à plein temps. Pendant des années, j'ai raconté l'histoire qu'on attendait, a-t-elle continué, que j'avais abandonné ma profession par amour pour ma famille. C'était plus facile que d'admettre que je n'avais pas eu le choix. Mais en vous voyant, toi et Richard, je vois la famille que nous aurions pu être si les temps avaient été différents. À ce moment-là, j'ai ressenti une connexion inattendue avec ma belle-mère. Derrière la façade traditionnelle se cachait une femme qui avait aussi eu des rêves professionnels, des ambitions au-delà de la maison, des désirs étouffés par son époque. D'une certaine manière, notre lutte était la même, seulement à des générations différentes. Au 8e mois après la naissance, j'ai reçu un prix de l'innovation pour le projet que je dirigeais. Mon mari a assisté à la cérémonie avec les jumeaux, fier. Cette nuit-là, il a avoué qu'il n'avait jamais imaginé que notre famille pourrait fonctionner ainsi et s'est excusé pour sa résistance initiale. Peut-être que l'égoïste, c'était moi, en voulant que tu t'intègres au modèle que je connaissais, a-t-il admis. La remise des prix a eu lieu dans un hôtel de luxe du centre-ville. Mon nom avait été proposé des mois auparavant, alors que les jumeaux n'avaient là que quelques semaines et que je pouvais à peine penser à autre chose qu'à la prochaine tétée ou au prochain changement de couche. À l'époque, cette nomination m'avait semblé presque ironique. Une reconnaissance professionnelle arrivant justement au moment où je luttais pour équilibrer ma carrière avec ma récente maternité. J'ai enfilé ma première tenue de soirée, post-grossesse. Une robe bleu marine qui dissimulait les marques que la grossesse gémellaire avait laissées sur mon corps. Richard était impressionnant dans son costume, portant le sac allongé comme si c'était un accessoire naturel à son allure élégante. Chacun de nous avec un bébé dans les bras, nous sommes entrés dans la salle, suscitant des regards curieux et quelques sourires approbateurs. L'ingénieur en logiciel primé et sa famille au complet, a commenté Pierre, mon chef, visiblement surpris de nous voir arriver avec les bébés. C'est inhabituel. Les bébés font partie de l'histoire de ce projet, ai-je répondu avec un sourire.
Ils ont été développés simultanément. Pendant la cérémonie, lorsque mon nom a été annoncé comme lauréate dans la catégorie Innovation en système, j'ai passé Sophie à Richard et je suis montée sur scène. Du podium, j'ai observé mon mari au premier rang, un bébé dans chaque bras, me regardant avec une admiration sincère. Cette image valait plus que n'importe quel trophée. Ce prix représente non seulement une avancée technologique, mais aussi la preuve que l'ambition professionnelle et la maternité ne sont pas des forces opposées, ai-je déclaré dans mon discours de remerciement. Je remercie mon entreprise pour la flexibilité qui a permis cet équilibre, et surtout ma famille, mon mari et mes enfants, qui ont rendu ce parcours possible. En rentrant à la maison, après avoir couché les bébés, Richard a ouvert une bouteille de champagne, ironiquement, la même qui était restée fermée cette nuit fatidique où j'avais annoncé ma grossesse. Pour fêter ta réussite, a-t-il expliqué en servant 2 coupes, et pour compenser la fête qu'on n'a pas eue avant. Assis sur le balcon de notre appartement, observant les lumières de la ville, Richard a pris ma main. « Il faut que je te dise quelque chose », a-t-il commencé avec sérieux. « Quand tu m'as parlé de ta grossesse et de ton désir de continuer à travailler, j'ai mal réagi. Pas parce que je pensais vraiment que ce serait mauvais pour le bébé, mais parce que j'avais peur. »« Peur de quoi ?» ai-je demandé, bien que j'imagine déjà la réponse. « Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de devoir être un père différent de celui que j'ai connu, sans aucun modèle à suivre. C'était plus facile de te refiler toute la responsabilité, d'exiger que tu sois la mère à plein temps, que d'affronter ma propre insécurité concernant la paternité. Son honnêteté m'a profondément touchée. Combien d'hommes, ai-je pensé, cachèrent des insécurités similaires derrière des positions traditionnalistes sur les rôles parentaux. Peut-être que l'égoïste c'était moi, a-t-il continué, en voulant que tu t'intègres au modèle que je connaissais, qui me donnait de la sécurité, au lieu de construire quelque chose de nouveau ensemble. Nous avions tous les deux des peurs, ai-je répondu en entrelaçant mes doigts aux siens. Je craignais de perdre mon identité professionnelle. Tu craignais de ne pas savoir comment être père sans un modèle positif. Mais regarde où nous en sommes. Je n'aurais jamais imaginé que notre famille pourrait fonctionner ainsi, a avoué Richard. Avec nous 2 qui travaillons, nous 2 qui nous occupons des enfants, chacun à sa manière. Je pensais que ce serait chaotique, dysfonctionnel. Mais en fait, c'est plus équilibré comme ça, ai-je complété. Parce qu'aucun de nous ne fait quelque chose contre sa nature profonde. Nous sommes authentiques dans nos rôles. 1 an après cette conversation initiale dans la salle à manger, nous avons célébré le premier anniversaire des jumeaux et notre nouvel équilibre familial. Ce n'est pas parfait. Nous nous disputons encore sur le partage des tâches et nous faisons face à des journées épuisantes. Mais nous avons construit quelque chose d'authentique. Mon mari défend maintenant fièrement notre dynamique, familiale face aux critiques d'amis plus traditionnelles, tandis que j'ai appris qu'être mère et professionnelle ne signifie pas être parfaite dans les 2 rôles, mais être vraiment présente à chaque instant. La fête du premier anniversaire des jumeaux a été simple, seulement la famille proche et quelques amis intimes dans notre appartement rénové. Sophie et Henri, maintenant de petites personnalités bien définies, enchantaient tout le monde avec leur sourire et leurs premiers pas hésitants. En observant la scène, Richard aidant les bébés à souffler leurs bougies, ma belle-mère photographiant tout avec enthousiasme, les amis et la famille célébrant non seulement l'anniversaire des enfants, mais aussi le chemin parcouru en tant que famille, j'ai ressenti une profonde gratitude. « À quoi penses-tu » a demandé Richard en s'approchant avec une assiette de gâteau. « À comment nous en sommes arrivés là » ai-je répondu. « À quel point cette nuit difficile, où tu m'as traité d'égoïste, semble lointaine maintenant. Nous étions d'autres personnes, a-t-il réfléchi. Des personnes effrayées, piégées dans de vieux modèles qui ne nous convenaient même pas. La semaine précédente, Richard avait défendu notre dynamique familiale lors d'un déjeuner avec des collègues de travail. L'un d'eux avait commenté qu'il laissait sa femme travailler tant qu'elle ne négligeait pas les enfants. Mon mari, qui auparavant aurait peut-être approuvé une telle vision, avait répondu avec fermeté qu'il ne s'agissait pas de laisser. Ou non, c'était un partenariat entre égaux où les 2 avaient droit à l'épanouissement personnel et professionnel. Quant à moi, j'ai appris que la maternité n'exige pas une perfection constante, mais une présence authentique. Je ne suis pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est très bien ainsi. Je suis présente aux moments qui comptent, totalement connectée quand je suis avec eux, sans culpabilité quand je travaille. La qualité de notre interaction compte plus que la quantité d'heures passées côte à côte. Notre voyage n'est pas terminé.
À bien des égards, il ne fait que commencer. Nous faisons toujours face à des défis quotidiens, des petits, désaccords sur les méthodes d'éducation aux grandes questions sur la planification de carrière et les changements futurs. Mais le plus important, c'est que nous naviguons maintenant dans ces eaux ensemble, comme de vrais partenaires, et non plus comme des adversaires défendant des territoires séparés. Nous avons construit une famille qui ne suit pas de modèle, prédéfinie, mais que nous avons créée à notre manière, en honorant à la fois nos ambitions individuelles et notre engagement commun. Cette consultation médicale qui a tout changé il y a 1 an n'était pas seulement l'annonce de nouvelles vies à venir, c'était le catalyseur de la renaissance de notre relation, l'occasion de remettre en question des hypothèses, de grandir, au-delà des limites imposées par les générations précédentes. Et quand je regarde mes enfants, l'homme que Richard est devenu, la professionnelle que je continue d'être, je sais que je n'aurais pas pu choisir un chemin différent, parce qu'il n'y a pas de plus grande réalisation que de vivre authentiquement, en honorant tous les aspects de ce que nous sommes vraiment.